Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma vie de collectionneur et la création du livre, c'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à ma vie de collectionneur jusqu'à la création du livre. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur la gamme de jouets vintage Star Wars. Cette vidéo va revenir sur presque un demi-siècle de collection, de ma plus tendre enfance jusqu'à la création du livre. Étape par étape, je vais revenir sur mes premiers souvenirs avec notre saga préférée et la création du livre de ces jouets, accompagné des vidéos de la chaîne. Remontons maintenant le temps jusqu'en 1977, date à laquelle tout a commencé. L'aventure débuta en octobre 1977 quand mes parents eurent la bonne idée de m'emmener au cinéma avenue de la Grande Armée à Paris. Ce sont eux les premiers fans de la famille puisqu'ils avaient vu le film quelques jours plus tôt et s'étaient dit que ce serait exactement le genre de film qui pourrait plaire aux gamins. La deuxième surprise, et pas les moindres, fut la découverte des jouets de la Guerre des Étoiles au printemps 1979, car c'était pour moi l'occasion de pouvoir enfin recréer mon univers favori. À la fin des années 70, c'est l'un des rares moyens de se plonger à volonté dans cette galaxie qui nous fait tant rêver, car le film n'est pas disponible à la location en vidéoclub, il n'en existe quasiment pas à cette époque, et encore moins de diffusion sur les 3 chaînes qui animent le tube cathodique en France. Dès lors, il n'est plus nécessaire de me demander ce que je souhaite pour Noël ou mes anniversaires, la question est toute trouvée, compléter ma collection Star Wars, et ce jusqu'aux portes de l'adolescence. Cette mission sera parfaitement remplie par mes parents. Ma mère va m'offrir mes toutes premières figurines et restera toujours à l'affût des bonnes affaires du moment dans les magasins de jouets de notre quartier ou des centres commerciaux de notre région. Lors de ses déplacements à l'étranger, mon père n'hésitera pas à me rapporter monts et merveilles comme le Tonton, arrivé de Belgique sous le sapin Noël 1980, et le marché des Jawa que le Père Noël avait glissé judicieusement dans sa hotte en faisant un détour par l'Angleterre. Lors d'un voyage à Hong Kong fin 1983, mon père reviendra avec quelques figurines dans ses valises, dont la créature Nikto, qui était déjà disponible dans les magasins Peter Pan, franchise équivalente à Toys R Us dans la colonie britannique, 3 mois avant sa sortie officielle en 1984. Le Tonton comme sa boîte me seront bien utiles, car très pratiques pour ranger mes cartes de figurines que je gardais précieusement pour marquer les personnages manquants à ma collection grâce à la photo au verso de l'emballage. C'est un excellent moyen de suivre l'évolution de la gamme au fil des années. À partir de 1983, les blisters de figurines français vont devenir une source de frustration grâce à la phrase suivante imprimée sous la photo des personnages. Les figurines marquées d'un Astérix ne sont pas disponibles en France. Imaginez un peu l'agacement du jeune collectionneur qui voit toutes les nouveautés accompagnées d'un Astérix. Contrairement à nos voisins européens, la distribution des jouets Kenner par sa filiale Miro Mécano fut plus sporadique dans l'Hexagone. Si l'on prend l'exemple du Faucon Millennium sorti aux États-Unis en 1979 et présenté au Salon du Jouet de Paris en 1980, tout comme dans le catalogue Mécano destiné aux professionnels, il aura fallu attendre l'automne 1983 pour obtenir une véritable distribution de masse pour ce jouet emblématique de la saga. Mécano tentera de rattraper son retard avec la sortie du Retour du Jedi en 1983 à grands coups de campagnes publicitaires et de jeux concours comme celui offert dans la presse jeunesse où l'enfant était invité à créer la fin de l'histoire illustrée dans ce dépliant. Le vainqueur se voyait attribuer des places pour l'avant-première du nouveau film et des jouets étaient offerts pour les autres participants, mais c'est l'ouverture du marché commun en 1984 et l'arrivée des emballages multilingues qui amélioreront le choix dans la distribution. L'été 1984, un camarade de classe en vacances à Saint-Flour m'enverra même une carte postale pour me dire à quel point il était content de trouver le Death Star Droid, le commandant de la TAT, le chasseur de primes Zucus et le pilote de chasseur taille qu'il recherchait depuis plusieurs années. Le paradoxe français fait qu'il n'y aura jamais autant de jouets disponibles en magasin qu'au moment où la saga
a disparu des salles obscures entre 1984 et 1986, date à laquelle je décide de ranger mes jouets pour me consacrer à d'autres passions. En 1989, une curieuse idée m'envahit, celle de ressortir mes jouets afin de retrouver ce qui m'avait échappé enfant. Ce n'est vraiment pas la meilleure période pour se lancer dans une telle aventure, car nous sommes vraiment dans le creux de la vague pour tout ce qui concerne l'univers créé par George Lucas. Le retour dans les magasins de jouets de mon enfance n'offre que quelques miettes, comme cette catapulte Ewok, ou parfois quelques figurines, mais bien souvent le même personnage, hélas. L'été 89, un ami de mon père passe à la maison et décide de filmer ma chambre redécorée aux couleurs de notre saga intergalactique, et cette cassette a miraculeusement survécu pendant 34 ans, et je vais vous présenter maintenant un petit extrait de cette vidéo pour vous montrer dans quel environnement je baignais à l'époque. La chambre est prête pour accueillir les nouveaux venus, mais impossible de compléter sa collection avec les ressources actuelles. C'est là que je décide d'écrire chez Kenner à Cincinnati afin de savoir s'il ne leur resterait pas en stock quelques jouets disponibles. Mais pour avoir une réponse, il faut s'armer de patience, car même par avion, il faut bien 2 à 3 semaines avant un éventuel retour. Des réponses, j'en ai eu plusieurs, et toutes négatives, puisque Kenner à Cincinnati n'avait plus rien, et Tonka, le nouveau propriétaire de l'entreprise, qui gérait les affaires de Kenner en Europe, n'en avait pas plus que sa filiale américaine. Même déboire avec la fin du fan club Battletracks qui répond aux abonnés absents avec ce Return to Sender estampillé sur mon courrier qui me revient quelques mois plus tard. Le salut viendra d'une boîte de croiseurs interstellaires achetée dans une boutique de modèles réduits, où un bulletin d'inscription au Lucasfilm Fan Club était glissé à l'intérieur. Je m'abonne le plus rapidement possible et découvre dès les premiers numéros reçus un tas d'informations et d'articles sur les histoires du film et de grands collectionneurs comme Steve Sansweet et la page des petites annonces avec des vendeurs de jouets de collection. C'est grâce à ce magazine que je fais la rencontre de Steve Denny, un collectionneur américain qui avait créé un catalogue du nom de SOS Star Wars avec une multitude d'objets dérivés à vendre. Celui-ci me permit d'acheter les jouets qui m'avaient manqué gamin et d'acquérir des pièces exceptionnelles comme les emballages tests pour figurines du Retour du Jedi, encore appelé Revanche du Jedi fin 1982, ainsi que des cartes tests pour la période de l'Empire contre-attaque. Année après année, je fis la rencontre par correspondance de plusieurs autres vendeurs et collectionneurs comme Tom Naheisel, ancien employé du service commercial de Kenner à Cincinnati, qui avait quitté l'entreprise avec une bonne partie des archives Star Wars vouées à la destruction et qui fut ainsi sauvegardée. C'est grâce à Tom que je compléterai à 80% ma collection de figurines sous emballage Kenner et ferai l'acquisition d'épreuves tests de figurines destinées à valider la production de masse des personnages, peints et non peints, comme ce Luke Skywalker tenu hot, dont les dates de brevet et lieu de fabrication ne sont pas encore estampillées sur l'arrière des jambes, car celui-ci fut fabriqué chez Kenner à Cincinnati. Avec la découverte des magasins spécialisés pop culture comme les éditions DS à Paris en septembre 1990, je rentre petit à petit dans le monde de la collection avec l'achat de mes premiers livres références comme Space Adventure et Star Trek and Star Wars Collectible. Ces livres me permettent de comprendre l'étendue de la gamme Kenner vendue aux États-Unis. Grâce à DS, j'achète ma toute première figurine avec emballage Pouvoir de la Force. Le personnage d'Amanaman me permet d'identifier toutes les figurines sorties en 1985, ce qui n'est pas le cas avec les emballages européens puisque la photo au verso n'avait pas été mise à jour à l'époque. Fin 1991, je décide de raconter ma vie de collectionneur à ceux qui ont permis d'agrandir ma collection.
Je commence par dessiner quelques croquis afin de choisir quel type de photos je ferai pour accompagner mes textes pour ce petit illustré maison. J'écris les textes et les traduis en anglais pour que mes interlocuteurs américains comprennent l'histoire du marché français tel qu'il était à l'époque au travers de mes souvenirs d'enfant. L'idée étant aussi de présenter les principales différences des emballages entre les deux pays, seule véritable variation notable puisque les jouets eux-mêmes, à une ou deux exceptions près, étaient identiques aux produits vendus aux États-Unis. Une fois les textes vérifiés et imprimés, je rajoutais les photos à la colle et sans le savoir, je faisais là mes tout premiers pas dans la création de base de mes futures mises en page. Il y a eu ensuite les voyages en Angleterre, où j'ai pu rencontrer certains acteurs et membres de l'équipe de tournage de la trilogie d'origine. C'était pour moi incroyable de pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui avaient contribué à nous faire tant rêver quelques années plus tôt. La rencontre avec le créateur de la marionnette de Yoda, Stuart Freeborn, en 1997, restera un souvenir fabuleux. Jamais avare d'anecdotes sur sa grande carrière de sculpteur, je suis vraiment capté par ses explications qui reviennent sur l'étendue de son travail d'orfèvre sur la trilogie d'origine, tout comme celui d'avoir contribué à la reconstitution de l'attaque du Blockade Runner dans un théâtre de la banlieue de Londres à Watford, déguisé en soldat impérial devant une salle comble et très enthousiaste. Avec le milieu des années 90, on voit un regain d'intérêt pour la saga Star Wars puisque George Lucas a annoncé la préparation d'une nouvelle trilogie et on voit apparaître de nouveau des jouets dans les rayons des magasins. À cette époque, je décide de créer un petit catalogue de vente par correspondance dont les premiers exemplaires sont des photocopies couleur noir et blanc. Je passais des annonces dans des magazines spécialisés de vente brocante ou de collectionneurs, ce qui permettait aux gens de me téléphoner et en retour, j'envoyais ce petit illustré. Noël 97, j'avais même tenté de faire la couverture et quelques pages en couleur, ce qui était pour moi une vraie prouesse technologique. Ces petits catalogues m'ont permis d'échanger, de revendre avec d'autres passionnés dont les liens ont perduré au fil du temps. Avec les années 2000, je commence à réfléchir à la création d'un inventaire précis, afin de répertorier au mieux ma collection qui s'est bien agrandie depuis une dizaine d'années. J'achète mes premières protections pour figurines, les Starcase, et je souhaite aussi les présenter dans une salle appropriée et je commence à fabriquer mes propres meubles présentoirs sur mesure. Ceux-ci me permettent de voir les figurines et ranger les plus gros volumes dans les parties inférieures à l'abri de la lumière et de les ressortir à volonté. Je concentre mes achats sur deux thèmes qui me tiennent à cœur, la gamme Kenner et les mêmes jouets sous emballage français Mécano et Miro Mécano. La collection Kenner reste ma priorité car plus complète que celle distribuée par sa filiale française et la vulgarisation des sites de vente sur internet facilite l'acquisition de nouveaux objets. Entre 2005 et 2012, je photographie ma collection Kenner sous tous les angles et réalise un répertoire qui sera la base de travail du futur livre paru en 2022. Je recherche ce qui serait la meilleure présentation possible pour ces jouets de collection. Plusieurs idées de mise en page me viennent à l'esprit et je réalise mes premières maquettes avec mon imprimante personnelle après le travail, soir et week-end, et le point de non-retour sera l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney fin 2012. Avec ce tout nouveau regain d'intérêt pour la saga Star Wars et l'annonce d'une nouvelle trilogie, je pense qu'il est temps pour moi de lancer l'édition de mon livre sur la gamme de jouets Kenner, mais cette décision me fait prendre conscience qu'il me reste encore quelques objets à acquérir. Je me lance donc sur internet une nouvelle fois pour rechercher les jouets, les 20% manquants à ma collection. Le thème du livre étant de présenter chronologiquement les figurines, vaisseaux et dioramas vus dans la trilogie d'origine. Ce dernier travail d'archivage va me prendre quelques années supplémentaires et une fois les objets répertoriés et catalogués, je travaille sur le développement de ma charte graphique en dessinant un vrai faux plan technique afin d'offrir aux futurs lecteurs une présentation cohérente entre les jouets neufs et utilisés avec les dimensions pour comprendre les proportions de chaque objet. L'étape suivante sera la réalisation de plus de 3500 photos qui serviront de base de données pour la mise en page finale du livre. J'installe sur le mur de mon salon une première ébauche globale appelée chemin de fer afin d'avoir une vue sur chaque page de la maquette. En octobre 2017, je présente ma maquette à un éditeur qui souhaite lancer le projet avec Disney, mais le nouveau propriétaire de Lucasfilm ne souhaitant pas donner suite à mon projet, je comprends qu'il faut regarder du côté de l'auto-édition si je veux que le livre voie le jour.
À ce stade, un travail de mise en page conséquent reste à faire et je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour le réaliser. Je fais donc des devis avec des infographistes, mais cumulés avec le budget d'impression, je ne vois pas comment je vais payer ces deux étapes essentielles à la création du livre. Au printemps 2018, l'idée de rajouter un QR code pour chaque objet me vient à l'esprit. C'est un travail que je peux faire moi-même car j'ai tout le matériel à disposition, ma chaîne Chronique Vintage où je peux publier moi-même toutes mes vidéos. Pendant ce laps de temps, je peux aussi économiser l'argent nécessaire pour les travaux de mise en page et d'impression. C'est donc à ce moment précis que je me lance le défi de réaliser 160 vidéos sans me rendre compte qu'il me faudra 3 ans pour les réaliser. La création des vidéos commence avec le dessin des storyboards pour illustrer les futurs plans à tourner. Je m'inspire des notices de montage, elles sont une grande source d'informations pour présenter les fonctions du vaisseau ou du diorama. Je construis un nouveau studio, plus grand que celui utilisé pour les photos, ce qui me permet de filmer chaque jouet sous son meilleur angle et chaque pièce qui compose l'objet avec le contenu de l'emballage, suivi d'une scène avec les figurines. Il n'est pas toujours facile d'obtenir le plan désiré du premier coup, et Grido qui ne souhaite pas mourir en fait un parfait exemple, comme le tracteur des sables des Jawa qui ne suit pas le parcours initial. Ensuite, il faut se mettre en scène pour filmer les séquences intermédiaires où je présente les jouets qui seront expliqués dans les vidéos et parfois je dois me filmer sur fond vert afin d'incruster des images supplémentaires aux explications de base. Vient s'ajouter l'enregistrement des voix off en anglais et en français que je viens d'insérer dans le montage final avec les autres éléments de la vidéo complétés par la musique du générique dans le banc de montage. Une fois la vidéo terminée, celle-ci est téléchargée sur ma chaîne Chronique Vintage. Avec la pause imposée par la pandémie du Covid-19, je décide de retourner à l'école prendre des cours d'infographie web designer dans le but de réunir les connaissances nécessaires afin de réaliser la maquette du livre moi-même. 9 mois de formation auront permis de finaliser une maquette prête à imprimer et de réaliser la vidéo de lancement du Kickstarter pour financer le budget nécessaire d'impression du livre. Seule étape que je ne puisse réaliser moi-même. Pendant les travaux de finalisation de la maquette du livre avec le contrôle des photos sélectionnées, je termine mes dernières recherches sur l'histoire de Kenner et des hommes qui ont permis le succès de cette gamme de jouets. Vous pourrez ainsi découvrir quand l'entreprise a été créée et quels furent ses premiers succès commerciaux comme le pistolet à bulles de savon, l'arrivée de Bernard Lumière à la tête de Kenner et son formidable parcours dans l'industrie du jouet avec de grands succès comme la gamme de l'homme qui valait 3 milliards. L'incroyable aventure de Jim Shuriken, le designer par qui Star Wars est entré dans l'entreprise, c'est lui qui a su convaincre ses responsables de signer avec la Fox et Lucasfilm. Viendront s'ajouter de belles préfaces de Gus Lopez et Duncan Jenkins. Encore merci pour ce beau cadeau. Et une fois les derniers travaux de mise en page achevés, les textes sont lus et relus afin d'éliminer le maximum de fautes de frappe et d'orthographe entre les versions françaises et anglaises. Et c'est par cette étape que le travail s'achève et que le bon à livrer est prêt pour être lancé en impression. Une fois toutes ces étapes franchies, la dernière marche à gravir reste la plus compliquée. À l'automne 2021, des carences de matières premières telles que le papier viennent créer un vrai retard et celui qui devait arriver sous le sapin Noël 2021 sera livré avec les cloches de Pâques au printemps 2022. Mais vaut mieux tard que jamais et voici un court extrait de la livraison des premiers livres. C'est avec un grand sourire que l'on accueille ce chargement tant attendu et je prends la plus grande des précautions quand je déballe les cartons qui contiennent les 100 premiers exemplaires livrés sur cette palette. Voilà. Le livre terminé. 10 ans ont passé entre le moment où j'ai pensé faire cet ouvrage et le jour où j'ai pu enfin tenir les premiers livres dans mes mains et tourner les premières pages. Découvrir le résultat final, sentir l'odeur du papier neuf et tester les QR codes des vidéos avec son téléphone
C'est à ce moment précis que le rêve devient enfin réalité et la joie l'emporte face à toutes les difficultés rencontrées. Avec une petite image bien propre, telle qu'on le voulait. Ils sont là. Coupés. C'est génial. Voilà, mission accomplie, le livre existe. La quasi-totalité du stock imprimé l'an dernier est maintenant épuisée. Il me reste une poignée d'exemplaires sur mon site chroniquevintage.com et vous êtes nombreux à revenir vers moi pour me demander s'il y aura une nouvelle réimpression. Je réfléchis actuellement avec mon imprimeur à cette éventualité et j'espère pouvoir diffuser de nouveaux livres rapidement. Depuis septembre 2022, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous lors de conventions et votre retour de compliments que vous m'avez fait sur la conception du livre me font chaud au cœur. Je tenais encore à vous remercier car pour moi c'est un grand plaisir de connaître votre satisfaction. J'ai aussi l'occasion de rencontrer le designer Jim Swearingen en vrai à Nuremberg et pendant 4 jours nous avons passé un temps absolument extraordinaire. J'étais ravi d'être à ses côtés et je peux vous garantir que ça ne sera pas la dernière convention que nous ferons ensemble. D'autres commentaires reviennent sur la possibilité d'une suite à ce livre. Quels seraient les prochains projets? Ce que peux-je dire aujourd'hui, c'est que j'ai plein d'idées dans la tête et que je travaille avec d'autres personnes sur un projet sur lequel, pour l'instant, je n'ai pas le droit de communiquer publiquement dessus, mais vous serez les premiers informés dès que j'aurai le droit de communiquer sur ce nouveau projet. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.